Bonjour tout le monde. Merci d'être présent ce matin avec nous. Je suis ravie et honorée d'animer cet atelier avec la présence de Monsieur Louis Nogès, Chief Strategy Officer de Wizy, Monsieur Stéphane Ollier, Directeur Solutions EMEA à Trikit, et Monsieur Ayoub Harij, Président Directeur Général de Selati. Nous allons aujourd'hui vous proposer un tour d'horizon relatif au secteur du retail avec nos experts non seulement en solutions mais aussi en métier terrain. Alors, dans un monde post-pandémie où la dépendance aux outils digitaux s'est accrue, quel est l'impact, Monsieur Stéphane Ollier, du digital sur le secteur du retail, point de vue expérience client, que ce soit en ligne ou dans le magasin? Merci Karima, merci de cette opportunité de venir échanger. Juste pour donner un peu de contexte, donc moi je travaille depuis plus de 3-4 ans maintenant, dans une société où on digitalise les produits, on fait de la configuration, on propose des expériences produits, alors que ce soit en 3D, en massification de photos produits, réalité augmentée, et on propose des expériences sur les différents points d'interaction avec le client, donc que ce soit effectivement le e-commerce, mais également en retail, donc en magasin, également en service après-vente ou sur les expériences marketing. Donc ça nous donne une bonne vision en fait un petit peu des différentes tendances depuis quelques années qu'on observe dans le domaine de la distribution. Alors, pour donner un peu de contexte, je rappelle d'où on vient, parce qu'en fait dans les 3 dernières années, on a quand même vécu des changements, je ne dirais pas structurels, mais une grosse évolution, principalement liée au Covid. Alors après, je pense que c'est important de parler d'évolution, parce que si on regarde, il y a certains événements dans le passé qui ont pu conduire à des révolutions. En fait, le Covid, ça n'a pas été une révolution des habitudes. Ça a simplement été une accélération. D'accord ? Parce que toutes les tendances qu'on observe aujourd'hui dans le domaine du retail, on va en citer pas mal, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est né avec le Covid. Le Covid a amené une accélération massive de l'évolution de ces tendances. Et le principal chiffre que je veux partager, alors effectivement, c'était en 2020, c'était en plein milieu de la crise Covid, mais il y a un point de bascule qui a été atteint, c'était que en 2020, si on regarde sur l'année, pour la première fois dans l'histoire de l'économie moderne, on va dire, le chiffre d'affaires de la vente en ligne dans le monde a dépassé celui de la vente en magasin. Alors effectivement, les magasins étaient fermés. Effectivement, on est revenu en arrière, mais ça montre bien que le changement des habitudes, on a forcé les consommateurs en fait à avoir un parcours d'achat différent, et ça, c'est quelque chose qui va rester. D'accord ? Tout en sachant que c'est pas, si on regarde un petit peu l'évolution avant Covid, alors on parle de la distribution. La grande messe de la distribution, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, c'est le NRF, le National Retail Fair, tous les ans à New York, où tous les distributeurs du monde entier se retrouvent. Et si on regarde les principaux thèmes, il y a toujours 4 ou 5 thèmes au NRF chaque année. En fait, depuis 5-6 ans, peu ou prou, c'est toujours les mêmes. Donc, ce qui montre bien qu'il n'y a pas eu de révolution technologique, de révolution des habitudes, mais simplement une accélération. On peut prendre quelques exemples. Je dirais évidemment, quand on passe Covid, on pense sans contact. Le sans contact n'est pas arrivé, et toutes les technos qui sont autour du sans contact, la technologie, le sans contact n'est pas arrivé avec le Covid. Le sans contact était déjà là avant. C'était une problématique depuis plusieurs années au niveau des retailers qui voulaient fluidifier un petit peu l'expérience en magasin. Simplement, effectivement, le Covid a mis un grand coup d'accélérateur à tout ça parce que c'est devenu vital. Un autre exemple, on parle beaucoup de l'omnicanalité, ce qui est le mot à la mode depuis quelques années. Encore une fois, c'est un mot à la mode qui est depuis quelques années. Donc l'expérience d'achat, comment est-ce que je trace mon client, comment est-ce qu'il va commencer son expérience sur le web, la finir en magasin ou l'inverse. Donc l'omnicanalité qui nécessite derrière toute une mise en place d'une logistique complexe, parce que si vous voulez pouvoir livrer un magasin, préparer des commandes, échanger les magasins qui s'échangent des stocks, avoir la visibilité des stocks sur les différents magasins, ça implique de mettre en place derrière toute une techno
Alors qu'à l'époque, voilà, moi la première fois que j'ai entendu parler, on appelait ça Distributed Order Management, c'était en 2010. Donc la possibilité de gérer des commandes qui viennent d'un peu partout, qui sont livrables un peu partout, et toute cette logistique, toute cette mise en place, encore une fois, c'est quelque chose qui était là et qui était nécessaire avant le Covid. Par contre, encore une fois, le Covid a donné un grand coup d'accélérateur à tout ça. Et voilà, on a vraiment accéléré tous ces processus. Alors aujourd'hui, post-Covid, quelles sont les grandes préoccupations, enfin, ce qu'on voit, nous, au niveau des différentes marques. Effectivement, quand on parle d'accélération, c'est les habitudes des consommateurs ou le parcours de consommation est de plus en plus complexe. Effectivement, on parle du parcours de consommation qui commence en ligne et qui finit en magasin. Donc on pense au click and collect. Le click and collect où je commande mon produit en ligne, je vais le récupérer dans le magasin en bas de chez moi. Une extension du click and collect qui est le drive. Je pense, alors c'est un chiffre qui est purement français, hein, je m'en excuse, mais on a eu une accélération dans les dernières années de 30% de la consommation au niveau des drives. Donc en fait, où je prépare, toutes mes commandes sont préparées, et je viens les récupérer dans des magasins en fait qui sont dédiés à ça, qui sont dédiés à la préparation des commandes. Après, puisqu'on parle d'omnicanalité et de technologie, ça a un impact également sur la typologie des points de vente. Parce qu'on a commencé à constater avec le Covid, c'est que avec cette complexification des parcours, où je commence mon parcours en magasin, ou alors ce qu'on fait depuis quelques années, c'est-à-dire en fait je viens voir un magasin et puis je regarde en ligne quel est le meilleur prix, ça a un impact aussi sur la typologie des magasins et l'expérience qu'on va pouvoir trouver au niveau des magasins. Parce que typiquement, si je pense par exemple à un magasin que Decathlon a mis en place à Munich, où en fait il y avait la surface qui était dédiée aux produits avait diminué. Et en fait, c'était la surface de préparation de commande qui avait augmenté. Préparation de commande et mise à disposition. Et donc là, alors, c'est marrant parce qu'on en discutait il y a 5 minutes sur peut-être effectivement un endroit comme Marrakech où on n'a pas des problèmes de place. C'est pas très compliqué de pousser les murs. Par contre, dans des villes plus classiques, entre guillemets, où il y a des problématiques de place, où le mètre carré de magasin est très cher, on se retrouve avec des magasins auxquels sont attribuées des missions, avec des mises en place de casiers, par exemple, de temps en temps, de casiers réfrigérés, de mise en place de préparation de commandes. À travers les mêmes murs, la taille du magasin n'a pas changé, donc fatalement, la place qui est due aux produits et au stock, c'est pas la même. Donc il faut trouver des solutions pour pouvoir toujours proposer les mêmes produits aux clients. Et c'est là que la digitalisation qui est d'abord apparue sur l'e-commerce, parce que sur l'e-commerce, si vous voulez vendre un produit, il faut que le client puisse le voir, il faut qu'il puisse avoir des photos, des technos comme la réalité augmentée qui permettent par exemple de visualiser un produit chez soi. Typiquement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans l'ameublement, mais pas que. Quand vous achetez un canapé, vous voulez la réalité augmentée, c'est sympa parce que vous pouvez le projeter chez vous. Vous regardez si la couleur que vous avez choisie va bien avec votre intérieur. Vous regardez si la taille du canapé ou la taille du canapé convertible, si on a un lit qui s'ouvre par exemple, ça permet ça rentre, en termes de mesure, ça rentre bien dans la pièce. Et toutes ces technologies qui sont nées d'abord dans le canal e-commerce, en fait, on va les retrouver en magasin. On va les retrouver en magasin puisqu'on n'a plus assez de place pour exposer tous les produits, mais il faut quand même pouvoir proposer aux clients tout l'assortiment existant. Donc ça va être sous la forme de bornes. Les expériences de bornes interactives n'ont pas été vraiment couronnées de succès. Par contre, c'est plus des outils qu'on va mettre aujourd'hui dans les mains des vendeurs. Les bornes interactives, c'est pas, honnêtement, c'est plus, c'est pas quelque chose, c'est plus du tout une tendance, ça, par contre. Par contre, les outils de type tablette ou téléphone qu'on met dans la main des vendeurs pour faire excusez-moi l'anglicisme, c'est expérience en anglais, pour faire toucher du doigt au client l'expérience produit, ça, par contre, c'est une vraie tendance. C'est une vraie tendance parce que
Effectivement, quand on parle de produits à valeur ajoutée, enfin à valeur perçue, à haute valeur perçue, donc des produits, pas forcément les produits de grande consommation, parce qu'effectivement, quand on achète un paquet de lessive, l'expérience d'achat, on n'a pas forcément ce qu'on cherche, c'est le prix et la disponibilité. On n'a pas forcément besoin d'une expérience d'achat particulière. Par contre, dès qu'on achète un produit peut-être un peu moins de première nécessité, qui a une valeur perçue un peu plus importante, l'expérience d'achat devient super importante. Expérience d'achat, que ce soit en magasin ou que ce soit en e-commerce. Je pense qu'il pourra en parler toute la journée, mais comme on est limité dans le temps, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On peut donner la parole à Monsieur Nogès. Oui, non, mais on peut... C'est pour enchaîner. Oui, je suis un peu passionné, donc... Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'OCIM de me réinviter. Je retrouve mon pays, enfin, j'ai passé mon bac au lycée Lyoté. Et ma mère était née à Tanger, donc j'ai un petit atavisme, voilà. Et donc j'ai entendu beaucoup hier parler du retour du physique dans le retail, et donc je vais parler donc du terrain. Et ce que je vous propose avant, c'est juste une toute petite vidéo qui a été tournée dans une chaîne de magasins en France qui s'appelle Chiver. Chiver n'est pas très connu, c'est 250 points de vente, 200 hyper et super, et 1,5 milliard de chiffre d'affaires en euros. C'est une taille moyenne, si vous voulez. On peut peut-être donc passer juste une petite vidéo d'1 minute. Allez-y. Carrelage à refaire. Quand je constate un sujet de maintenance à traiter immédiatement, on est obligé en fait de passer directement par la case ordinateur et ça prend un temps fou. Alors qu'avec le téléphone, on peut directement en fait prendre la photo et envoyer le cas immédiatement. Et en caisse, 20 €. L'idée c'est de gagner du temps, avoir le bon destinataire parce qu'on ne l'a pas toujours, et d'être sûr que le cas arrive au bon service et soit traité directement dans la foulée. Là aujourd'hui on a un dossier où on doit répertorier nos suivis de température, ce qui en moyenne prend je dirais un peu plus d'1 minute sur le papier, prendra environ 30 secondes sur le téléphone. Sur un téléphone, on est sûr qu'il n'y a pas de perdre les papiers, qu'il n'y a pas de papier blanc et qu'il n'y a pas de dossier qui se perdent au moment des audits. C'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps parce qu'auparavant on faisait une photo qu'on devait intégrer dans un mail. Là directement je fais toute la demande dans l'application avec la géolocalisation compris. Ça nous évite des échanges, des flux d'informations diverses et variées, et on se concentre sur un seul mode de communication, et que ce soit le directeur ou moi, on a une vision complète sur l'avancée du projet. L'objectif, c'est surtout de mutualiser toutes les petites demandes qu'on va devoir faire sur une seule et même application et ne plus devoir à chercher les applications correspondantes à toutes les demandes. Bien. Alors, suite à cette vidéo, donc on va passer à parler plus dans le terrain. Voilà. Alors, donc, effectivement, comme vous l'avez compris, donc, je m'intéresse au terrain, aux gens qui bossent, hein, et par opposition au col blanc. Et ce que vous avez vu, c'est un peu cette logique de répondre aux attentes de choses simples, opérationnelles, pour les gens qui bossent sur le terrain et les aider dans leur quotidien et non pas de leur imposer des choses. Alors, aujourd'hui, il y a des solutions opérationnelles pour faire ça. Ça se déploie en quelques jours. Ce que vous avez vu, la jeune femme qui est là, qui est patronne d'un magasin, il lui a fallu une demi-journée pour trouver les cas d'usage. Vous voyez, on leur donne un smartphone, on leur dit qu'est-ce qu'on pourrait faire et c'est génial. Alors, le diagnostic que je fais au niveau mondial, et c'est quand même important, pas seulement en retail, dans le monde, il y a 80% de personnes sur le terrain et 20% dans les bureaux. Et les budgets informatiques, c'est 80-20 dans l'autre sens. Ce qui veut dire que quand on investit 1 dirham pour un personne terrain, on en met 16 sur le bureau. Il faut que ça change. Il ne faut pas que ce soit les laissés pour compte, ces braves gens du terrain. Alors, l'autre point qu'on constate, c'est que quand on essaye d'imposer des solutions col blanc au terrain, ça ne marche pas. Le formulaire, ce n'est pas leur truc.
Essayez d'installer Office 365 ou Workspace ou SAP ou ce que vous voudrez sur le terrain, vous oubliez, ça ne fonctionne pas. Donc, par contre, à titre personnel, dans le monde entier, Maroc compris, tout collaborateur terrain, il sait utiliser un smartphone. Il sait faire une photo avec, il sait rajouter un commentaire vocal, il sait envoyer par WhatsApp. Et donc, la compétence, elle est déjà là. Et donc, ces équipes terrain, si on leur fait remplir un formulaire, vous l'avez vu là pour la relever des températures, ça ne leur va pas. Donc aujourd'hui, l'idée que moi je pousse et qui me passionne, c'est de développer des solutions universelles extrêmement simples pour aider ces collaborateurs dans leur quotidien. Alors, vous avez vu, donc, ce qu'il faut, toute personne qui sait faire une photo avec un smartphone peut utiliser l'application out of the box. Alors bon, on a développé une application, elle s'appelle Vision, je ne vais pas en parler trop, mais c'est le principe qui est important. C'est bien sûr dans le cloud, donc capacité de stockage illimitée, puissance de calcul, intelligence artificielle embarquée. Ce qui est très important, c'est de masquer la complexité. Quand on fait une photo, on lit la température, on lit un code, on lit tout ça, mais la personne n'a pas besoin de savoir que c'est de l'IA. C'est de l'IA embarquée, native, qui fonctionne très bien. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc c'est un peu ce que j'appellerais la bureautique du terrain. Vous voyez, l'outil, moi j'appelle ça la frontique. Le côté un peu terrain de ce genre de choses. Alors, pour terminer sur cette première introduction, l'objectif, c'est gagnant, gagnant, gagnant. C'est ce qu'on vérifie dans nos cas d'expérience. Gagnant pour l'entreprise. L'entreprise, en complément des usages structurés, on ne va pas remplacer les grands process, mais on aide tous les cas particuliers, un défaut, une température à relever. Donc, c'est de l'efficience pour les processus du quotidien. Voilà. Et si on demande aux gens du terrain qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les aider, quand on leur pose la question, ben ils répondent, ils trouvent des réponses. C'est ça qui est extraordinaire, on les écoute. Pour les collaborateurs, c'est au moins aussi important, on valorise leur expérience, on les équipe. Je trouve, excusez-moi, scandaleux que quand vous rentrez chez Carrefour en France, vous rentrez au bureau, au siège, on vous met un PC, on vous donne un smartphone. Et puis quand vous allez sur le terrain, prenez un employé qui est dans le magasin, on va lui occuper un smartphone. Ah, c'est trop cher. C'est scandaleux. Pourquoi ils n'ont pas droit? C'est un peu ça le débat. Il faut vous leur donner un smartphone. Comme ils ont déjà l'expérience humaine perso, ils vont pouvoir réutiliser leurs compétences. Il n'y a pas besoin de former. On ne va pas apprendre aux gens à faire une photo. Ils savent déjà faire. Donc il y a tous ces avantages-là. Et puis le troisième, et c'est aussi un sujet qu'on a abordé, c'est une amélioration de l'expérience client. Je prends un exemple chez Monoprix en France. C'est très intéressant. Les personnes qui faisaient le réapprovisionnement des rayons, ils le faisaient avant en heure fermée. Maintenant, ils le font quand les magasins sont ouverts et qu'il y a des clients. Parce que les clients, quand ils voient quelqu'un qui a l'étiquette Monoprix, ils lui sautent dessus. Ils ont besoin d'un contact humain. Et alors, quand la personne a un smartphone pour pouvoir les aider, vous voyez, poser une question sur les produits, etc. Donc, on va donner un meilleur service terrain aux gens qui sont sur place, et ça, c'est super important. Donc, on fait gagner le client, le collaborateur et l'entreprise. C'est quand même pas tout à fait idiot. Et tout ça peut se faire immédiatement en 2023. Donc, en 2023, tous les points de vente retail du Maroc seront équipés de solutions à base de smartphones. Merci. Merci, c'est très riche. Donc, on va à travers les deux premières interventions. Donc, les solutions retail ne s'attale pas surtout sur les grandes marques, mais on peut aller dans le détail sur le terrain pour accompagner et faciliter le parcours client, mais aussi la relevée de la data et le traitement rapide en background pour améliorer l'existence de nos produits sur les shelves, relever les data pour analyser et donner des KPI et qui vont nous aider par la suite à donner des accents plus réactifs. En passant maintenant à une expérience localement marocaine, une start-up qui a émergé il n'y a pas longtemps, celle-ci, Monsieur Ayoub, va pouvoir nous partager son expérience sur le sujet. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci Louzim de m'avoir invité. Je crois que c'était très pertinent, très intéressant ce qu'on a écouté à travers nos experts. Moi, je vais vous parler de l'expérience marocaine. Et c'est toujours bon de s'inspirer de ce qui se passe partout dans le monde, mais c'est encore mieux de faire la sauce locale. Alors, ce qui se passe au Maroc, contrairement à ce qui se passe dans les pays déjà développés, dans la partie retail
FMCG, ce qu'on appelle FMCG, je ne sais pas si tout le monde est initié, mais c'est les Fast Moving Consumer Goods, c'est les produits de grande consommation. Donc c'est le ratio qui est inversé par rapport à l'Europe. L'Europe, c'est plus que 80% qui se font dans les grandes surfaces et à peine moins de 20% dans les petits outlets. Au Maroc, comme vous le savez, les gens qui sont marocains ou vivent au Maroc, c'est plus que 80% du volume des FMCJ qui passent à travers la petite épicerie. Donc, c'est pour dire à quel point ce n'est pas une niche, ce n'est pas un channel, mais c'est la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale. Et pour donner aussi une dimension macro à ce secteur-là, ça représente plus que 14 milliards de dollars annuellement. Donc, si avec un secteur aussi important pour le pays, pour l'emploi, pour le volet social, on ne trouve pas des solutions qui améliorent le quotidien de ces gens-là, c'est qu'on passe à côté de quelque chose de très important pour notre pays. Alors, Slaty, c'est quoi? Slaty, c'est une plateforme e-commerce qui est destinée aux détaillants pour lui permettre de s'approvisionner de tous les produits dont il a besoin à sa guise, au moment où il veut, ça dépend, peu importe la marque qu'il cherche. Et contrairement à ce qu'il a eu l'habitude de vivre depuis des décennies, où la distribution des produits de grande consommation se fait d'une manière classique et il n'a pas subi de révolution depuis des décennies. C'est toujours un vendeur qui doit se présenter physiquement chez le détaillant pour prendre la commande. Le seul changement qu'il y a eu, c'est entre prendre la commande avec un stylo et un bout de papier et un PDA ou une application mobile. Maintenant, l'épicier, on l'a toujours vu comme un simple consommateur et qui ne peut pas aujourd'hui utiliser les outils qui sont à disposition du commun des mortels. Comme disait Louise tout à l'heure, tout le monde a un smartphone. Nous, on a fait un recensement avant de démarrer pour voir la pénétration des smartphones chez les détaillants. Figurez-vous, ça dépasse les 76%. Plus que 76% des épiceries du Maroc disposent d'un smartphone. Et donc, ce qu'on a créé, c'est, au-delà que ce soit une expérience qui facilite leur quotidien, moi, personnellement, je vois que le rôle du digital dans ce qu'on fait, il doit dépasser cette facilitation de la vie, mais c'est pour créer de nouvelles valeurs, de nouveaux revenue streams, créer de nouvelles rentrées d'argent pour cette communauté. Aujourd'hui, l'épicier, partout au Maroc et partout dans les pays semblables au Maroc en voie de développement, pour lui, son gagne-pain, c'est acheter et vendre de la marchandise. Alors que c'est le réseau le plus dense dans le pays. Oublions ce qu'il fait aujourd'hui, mais raisonnons, c'est le réseau le plus dense. Il y a plus que 100 000 épiceries au Maroc. Et si on fait une extension à tous les autres types de détaillants, parce que ce que nous avons ramené sur le marché, il est duplicable sur d'autres verticales. Aujourd'hui, on parle des épiceries, on a lancé une autre plateforme pour tout ce qui est café et restaurant, mais c'est duplicable pour les autres startups, pour d'autres entreprises, pour tout ce qui est pièces auto, pour parapharmacie. C'est un peu la même mécanique. Parce que le plus important, c'est de dire il y a un grand marché, mais c'est quoi la problématique de ce marché-là? Par structure, sa problématique, c'est qu'il est fragmenté. On parle d'une grosse taille, mais qui est fragmentée. Rapporté à chaque point de vente, c'est minime. Et donc, ça rend une complexité incroyable pour tout player qui veut donner un service ou un produit ou fournir une prestation pour ces gens-là. Donc, ici, le digital a un rôle crucial, par construction, parce que c'est le seul moyen d'agréger ce que nous appelons, nous, la communauté. C'est le seul moyen d'agréger cette communauté-là autour d'une même plateforme. Et notre objectif, c'est d'abord leur donner une solution dans leur quotidien d'aujourd'hui, mais nous sommes en train de développer des solutions pour vraiment que l'épicier devienne un fournisseur de services aux consommateurs. Parce que c'est son rôle classique et social. Au Maroc, l'épicier du coin, c'est celui qui connaît la famille, c'est celui qui connaît les rentrées mensuelles de qui que ce soit. Il sait que celui-là, il a été au chômage, que son fils, il a trouvé un nouveau job. Donc, c'est
c'est un repère social d'abord, et aussi c'est lui qui fournit le crédit à plus que 40%. En fait, on a recensé c'est que plus que 40% des consommateurs prennent du crédit chez Moul Hanout, chez l'épicier. Donc aujourd'hui, en soi, il est une plateforme financière, produits, marchandises, sociales. Donc à un moment donné, il faut lui donner les outils pour qu'il continue à fournir ces services-là, mais d'une meilleure manière, d'une manière digitale, d'une manière qu'on peut tracer, et d'une manière où on peut aussi avoir de la data intelligence. Parce qu'aujourd'hui encore, tout ce qui est fourni dans ce secteur-là, il n'est pas agrégé en forme de data. Et on passe à côté d'une mine d'or. Nous avons commencé à miner ce genre de data, et je ne vous cache pas, c'est incroyablement intéressant en termes de pertinence et en termes de correction des préjugés, et de correction même pour les marques FMCG qui sont là depuis plus que 50 ans, ben, ils ont découvert à travers nous qu'il y a un autre comportement différent, qu'il y a un autre besoin qui est différent, qu'ils n'ont jamais adressé auparavant, pour la simple raison que la question ne s'est pas posée. Maintenant, je vous donne un exemple. Nous avons développé dans notre plateforme aussi, pour les gens, parce que notre ADN, c'est de fournir une expérience qui s'adapte à ces gens-là. Une bonne partie des épiceries sont illettrées. Donc, comment on peut faire de l'e-commerce avec un illettré ? Nous avons fait pas mal d'ateliers avec certaines épiceries. On est sorti avec une conclusion toute simple. Il ne faut pas réinventer quelque chose qui n'existe pas, de prime abord. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils utilisent comme plateforme ? C'est Facebook, c'est TikTok, c'est Instagram. Donc, dans leur buffer de temps, il est sur TikTok, il est sur Instagram. Donc, ce qu'on a créé, c'est des stories. Donc, il n'a pas besoin de lire ou de comprendre un texte, mais il a juste besoin de voir une vidéo, un contenu vidéo, et une voix, un audio qui lui explique la promotion, qui lui explique le produit. Et avec un seul clic, on lui dit, si cette offre t'intéresse, ben, clique sur le bouton rouge. Et ça va d'une manière naturelle. L'adoption des stories B2B qu'on a appelé de cette manière-là a été fulgurante parce que effectivement ça répond à un besoin. Les gens ont besoin de commander, les gens ont besoin qu'il y ait un canal de communication entre les marques et eux, mais pas forcément d'une manière classique. Je pense que tout le monde ici est passionné par le sujet, donc je me permets de reprendre la parole. Donc on voit à travers ce panel qu'on peut parler des marques, on peut parler du magasin et on peut parler de l'épicier du coin. Et les solutions sont là comme levier pour non seulement changer et métamorphoser l'expérience client, mais aussi l'employé. Donc, sans trop tarder, j'ouvre la session questions-réponses s'il y en a. Merci. Je peux juste peut-être faire un petit commentaire avant qu'on pose la question. Voilà, un passionné encore. Oui, allez-y. C'est passionnant parce qu'on travaille sur la même idée, c'est-à-dire que pour le collaborateur terrain, l'image, enfin la photo, la vidéo et la voix sont les moyens de communiquer. Et la plateforme, on est sur la même logique d'aider. Alors vous parlez d'illettrisme, c'est un sujet qui me passionne et qui me frappe. J'ai juste un chiffre à vous donner, je ne parle pas seulement du Maroc, mais dans le monde entier. C'est un chiffre qui m'a profondément marqué. Quand on pose la question, quel est le pourcentage des enfants qui sortent de l'école primaire et qui sont incapables de comprendre un texte, qu'ils lisent, 48%. La moitié du monde est illettré. Il y a 3 millions de Français qui sont illettrés. Je n'ai pas le chiffre pour le Maroc. Et les applications informatiques traditionnelles à base de texte, ça ne marche pas. Comme avec les boutons et la voix, l'image sont les moyens de faire rentrer, et je crois que c'est socialement, c'est vital, faire rentrer la moitié de la population mondiale dans le numérique par l'image et la voix. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Alors, on peut me dire qu'il faut qu'ils apprennent à lire. Bon, c'est raté, ils sont illettrés, ben c'est comme ça, quoi. Et donc, il y a ce côté social, humain, très, très fort. Bravo, merci. Bien sûr. Oui.
Merci. Voilà. Donc, bravo pour ce que vous faites. Donc, comme je disais, je suis un petit impressionné, très intéressé par ce qui se passe sur le retail, mais je suis banquier. Donc, je voudrais savoir le comportement et le réflexe et la mentalité de l'épicerie par rapport au paiement. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît faisable en transitant par le digital, ou alors on est encore sur la manipulation du cash? Alors, pour ne rien vous cacher, d'abord, je vous remercie pour la question, parce qu'elle est pertinente et elle est dans la roadmap de plusieurs acteurs, justement. Aujourd'hui, le paiement est en cash. Est-ce que ça risque de changer rapidement? Je vous dis clairement non. Maintenant, est-ce qu'il y a un espoir pour qu'on puisse switcher cette communauté-là vers le paiement en ligne ou vers la traçabilité du paiement? Oui. Mais ça demande beaucoup d'efforts, pas seulement de notre part, mais de la part de plusieurs acteurs, une flexibilité, une personnalisation des solutions pour ces gens-là. Il faut comprendre leur psychologie déjà. Aujourd'hui, on vient leur digitaliser leur parcours d'approvisionnement, on vient digitaliser leur quotidien, mais on ne peut pas, du jour au lendemain, tout métamorphoser. On risque une rupture dans le changement. Donc le changement, il faut y aller étape par étape. La première étape, c'est que ces gens-là soient habitués dans leur quotidien à utiliser une application pour leurs besoins, au-delà des réseaux sociaux. Et on y est. Alhamdoulilah, on est dans le bon sens. Ils ont une appréhension par rapport à tout ce qui est paiement, c'est en relation avec les taxes. Pour eux, dès que son nom ou le paiement il est tracé, c'est que peut-être c'est sujet. Donc il faut un travail d'éducation. Nous faisons de l'éducation digitale. Demain, nous ferons de l'éducation financière aussi. Justement, on a besoin de vous pour le faire. Nous, on n'est pas experts en finance. Maintenant, nous, on a créé, et c'est le plus important, il faut créer avec cette communauté-là un lien de confiance. Une plateforme tierce de confiance. Et aujourd'hui, on y est. Après, demain, on peut leur proposer des solutions financières, leur faire une éducation financière, ils seront à l'écoute parce qu'ils nous ont fait confiance. Donc il ne faut pas les aborder avec trop de changements à la fois, mais on y est, c'est dans notre roadmap. Je voulais juste rajouter, en fait, je pense que la question est vraiment pertinente parce que on n'a pas eu le temps de parler de toutes les tendances aujourd'hui de la distribution, mais clairement, la partie paiement est un gros sujet de préoccupation aujourd'hui, que ce soit effectivement au niveau du petit épicier, au niveau du commerce de proximité, mais également au niveau du grand magasin, parce qu'on a parlé de sans contact, mais même aujourd'hui dans la grande distribution, la partie paiement, le passage en caisse est toujours vu comme un point de friction. Vous pouvez avoir une super expérience en magasin, un vendeur qui vous explique le produit, c'est génial, etc. Si vous passez un quart d'heure ou 20 minutes à faire la queue à la caisse, ça vous tue. Exactement. Alors, donc c'est un vrai... Alors après, il y a des solutions, encore une fois, digitales et technologiques. On commence à observer un point de caisse une caisse qui bouge dans le magasin. Hein. Il n'y a pas forcément à la sortie la caisse. On peut trouver des caisses en plein milieu du magasin. On peut trouver, encore une fois, le vendeur équipé d'un téléphone ou d'une tablette pour encaisser directement le client. Mais effectivement, je suis d'accord, le paiement aujourd'hui, c'est un vrai souci. Il y a une vraie préoccupation au niveau de la grande distribution. Oui, bien sûr. Merci, parce que je pense que nous tous, on est touchés par l'épicerie parce qu'on l'utilise. Moi, personnellement, j'utilise aussi l'épicerie, donc je prends plein de choses, mais sans compter. Donc, à la fin du mois, je lui dis combien j'ai des trucs que je dois régler, donc je paye. Donc, pour dire que c'est important. Alors, ma question, c'est que maintenant, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 100 000 épiciers au Maroc, à peu près. Alors, combien d'épiciers que vous avez touchés par cette plateforme? Et comment vous faites pour communiquer autour de cette plateforme? Parce que je me demande si l'épicier de proximité, le mien, est-ce qu'il est au courant de cette plateforme ou non? Voilà, c'est ma question. Je pense qu'elle est très simple. Alors, un petit rappel, nous avons commencé en 2020. Nous avons commencé en plein confinement. Et nous avons démarré avec un modèle où on était en marketplace.
Ça veut dire qu'on ne touchait pas à la marchandise, on ne faisait pas de la logistique. Nous, on faisait l'acquisition client-épicier. Et on avait une autre plateforme qu'on mettait à la disposition des marques FMCG pour qu'eux reçoivent la commande et la livrent comme ils livrent toutes les commandes d'une manière classique. Et on a fait ça pendant 1 année. Après, il s'est avéré qu'au niveau de la livraison, il y avait des soucis de la part des partenaires FMCG au niveau de la livraison et que, encore une fois, on est amené à innover aussi au niveau de la logistique. Donc, on a lancé notre propre logistique. Et on est devenu intégré sur toute la chaîne de valeur. Ça veut dire que c'est nous qui achetons la marchandise, nous faisons l'entreposage et nous faisons la livraison avec de la technologie embarquée sur les outils de livraison aussi. Et ça nous permet d'optimiser beaucoup de coûts par rapport à la logistique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons démarré que sur Casablanca. Nous avions des plans de déploiement rapides sur les autres régions. Maintenant, quand on a switché vers la logistique, on a fait le choix de rester en profondeur sur Casablanca. Et donc sur Casablanca, alors il y a le Grand Casablanca, il y a le Casablanca urbain. Sur Casablanca urbain, il y a presque 10 800 épiciers, l'univers des épiciers. Presque 10 800. Sur ces 10 800, plus que 7 400 sont déjà clients sur Sleti. Donc on a une grande pénétration sur Casablanca. Et nous avons lancé une autre plateforme qui est dédiée au café-restaurant, qui s'appelle Sleti CHR. Et donc notre stratégie aujourd'hui, c'est d'être en profondeur dans les univers ou les régions où nous sommes, et après se déployer sur les régions avec les 2 plateformes, et la plateforme retail épicier et la plateforme CHR pour les cafés-restaurants. Donc sur les 100 000, alors ce qu'il faut retenir, c'est que sur les 100 000, il y a une bonne partie qui est dans le rural. Donc il y a une bonne partie qui est dans le rural. Et la concentration reste sur Casablanca, Rabat Salé, Tanger, Fes Meknès, Marrakech et Agadir. C'est là où il y a la plus de concentration. Et donc, si vous habitez à Casablanca, je suis presque sûr que l'épicier du coin chez vous, il utilise Rabat, malheureusement. Mais ça va pas tarder, hein, ça va pas tarder. On y arrive. Mais en tout cas, sur Casablanca, je crois, on a un maillage qui est très très dense. Ça nous a permis aussi d'itérer, d'apprendre avec ces gens-là, de corriger nos erreurs et de continuer à itérer et faire évoluer notre solution. Comme ça, quand on fait un déploiement et un scale national, on a plus de force, on a une assise plus solide. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Bonjour, alors Mehdi Hamzra, je ne viens pas du tout du monde, je suis chez Post Maroc sur d'autres produits digitaux. Par contre, je suis très curieux de l'approche parce que mon expérience passée en France m'a rappelé le Minitel. Pour ceux qui le connaissent, le Minitel, c'était l'ancêtre, on va dire, du PC, et il était chez les bureaux tabac. Et justement, ça leur permettait de passer commande chez leurs fournisseurs, et c'est quelque part la même expérience de prise de commande que vous proposez. À une différence près, et c'est là où je voudrais un peu vous interpeller, c'est que c'était les distributeurs eux-mêmes qui proposaient ces applications Minitel et que ce n'étaient pas des acteurs tiers qui n'étaient pas de ce monde de la distribution. Si je parle sur le marché marocain, c'est comme si on disait un Dislog va proposer son application pour l'épicier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé à vous positionner finalement comme distributeur plutôt que aider les distributeurs existants à avoir leur propre portail de prise de commande, parce que finalement, c'est un positionnement que vous avez privilégié et qui n'est pas forcément clair pour le marché. Là, vous me rappelez la période du confinement, parce que c'était le moment de réflexion par rapport à tout ça. Alors, je vais commencer par dire qu'au contraire, aujourd'hui, notre positionnement, il est très, très, très clair. C'est avant où même les grandes marques avaient une ambiguïté à comprendre ce nouveau modèle. Aujourd'hui, c'est très clair pour eux, qu'est-ce qu'on fait. Alors, pourquoi je vous dis tout simplement, l'idée au démarrage, c'était pas d'agréger tout ce beau monde-là dans la même plateforme. L'idée, c'était justement de fournir un outil comme le Minitel, exactement comme le Minitel, mais sous une application, pour chaque marque. Sauf que, il s'est avéré que pour l'épicier, c'est comme si, au lieu de vous dire moi je suis Marjane, je vais vous dire chaque marque va créer sa propre chaîne de supermarché. Et donc le consommateur, pour acheter du détergent
rouge sans donner de nom, il devra aller chez la supermarché de Dislog, chez le supermarché de Dislog, pour aller au supermarché de Le Sueur. Et alors, ça d'un côté. De l'autre côté, son téléphone, il est limité. Il ne peut pas avoir... Aujourd'hui, il y a plus que 1000 marques FMCG qui se respectent sur le marché. Il ne peut pas avoir 1000 applications pour chaque marque. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui est très pertinent, c'est l'agrégation de la logistique. Parce que quand il commande, aujourd'hui, quand il commande chez le distributeur 1, il commande 300 dirhams, chez le distributeur 2, 400 dirhams, et chez le troisième, 350, moi, je lui livre 1350 dirhams one shot. Et donc, je suis mieux placé que tous les autres players qui sont là depuis des décennies pour être le moins cher. Et pour Moul Hanout, et pour l'épicerie, et pour la chaîne de valeur. Donc, il y a une agrégation qui, aujourd'hui, n'importe quel player classique ne peut pas l'avoir, vu qu'il n'a pas les autres marques sous sa coupole. Nous, on peut se permettre d'avoir ce positionnement-là. J'espère qu'on a répondu à vos questions et que vous avez trouvé des solutions innovantes concernant le monde du retail. Des restitutions seront faites à travers l'équipe OSIM. Merci et je vous souhaite tous une très bonne journée. Merci à vous aussi, OSIM.